Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Baké Gourousso, je suis ingénieure de la formation et des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse essentiellement aux élèves et aux étudiants. Ensemble, nous allons découvrir un profil, un parcours, des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet professionnel et à bien penser vos choix de formation. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Lolo Andoche. Lolo, bonjour. Bonjour, Nambak. Comment vas-tu? Je vais super bien. D'accord. Alors, merci d'être venu sur le podcast pour partager avec nous ton expérience, ton parcours. Et la première question que nous avons l'habitude de poser ici, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors d'abord, c'est un plaisir partagé d'être invité sur le plateau. Je suis Charlemagne Andoche Amoussou, à l'état civil, le promoteur de la marque Lolo Andoche. Et je suis créateur de mode. Et puis je dirais, pour aujourd'hui, je suis le fashion manager de la marque Lolo Andoche. Alors le fashion manager, c'est celui qui s'occupe de tous les aspects du système de la mode dans le secteur vestimentaire. Quand tu dis tous les aspects, tu peux nous en dire plus? Alors, déjà, dans le domaine, il y a la création. D'accord. Il y a le stylisme. D'accord. Qui est un peu différent de créateur. Ça, on ne le sait pas. Voilà. Et ensuite, le rôle du styliste, maintenant qui est encore détaillé, qui a plusieurs autres postes dedans. Le styliste qui fait non seulement les croquis, les recherches matières qu'il faut pour la tenue, les dessins techniques, et qui donne toute l'orientation et qui réfléchit en même temps avec l'équipe marketing d'ailleurs, qui donne l'orientation au marketing. Donc il y a le marketing de mode qui prend la main après pour faire la communication. Mais entre-temps, c'est sous la direction du styliste qui donne des orientations selon les thèmes qui ont été définis dans la collection. Parce qu'une collection à la base, c'est un thème. Un thème que le créateur a donné. Et le créateur peut donner des esquisses de modèles de base avec lesquels le styliste travaille pour mieux redessiner et définir toute la collection, faire les déclinaisons de modèles pour qu'on ait tout l'ensemble de modèles. Alors après ça, il y a le modéliste qui prend la main et qui fait le patronage. Et quand il fait le patronage et tout, il fait maintenant l'échantillonnage, le modéliste. Et quand l'échantillon est sorti, ça c'est validé par le styliste et le créateur. Et quand les deux valident maintenant le modèle, le modéliste passe maintenant à la déclinaison des tailles. Donc, il fait toutes les tailles, de la petite taille jusqu'à la grande taille, et maintenant donne aux coupeurs, les patrons. Ils donnent les patrons aux coupeurs, et les coupeurs maintenant font ce que nous appelons matelassage, c'est-à-dire superposer les tissus s'il y en a beaucoup, et posent les patrons. Et il y a un système que nous appelons le placement, c'est-à-dire ils placent les patrons de manière à ce qu'on ait très peu de chutes. Donc on arrive à utiliser tous les petits endroits qui restent, mettre les poches et tout de suite. Donc ils font tout ça et tracer avant de couper. Et quand les coupeurs finissent leur job maintenant, ça passe au niveau des préparateurs qui reprend les tenues pour mettre des tailles. Vous allez voir, on met des petites tailles là-dessus. Si nous achetons des tissus, des tenues parfois dans le prêt-à-porter, parfois on voit des petites étiquettes dedans où c'est écrit 2 en autocollant. Écrit 2, c'est écrit 2 ou 1, ainsi de suite. Ça réunit les tailles. On réunit la manche, le dos, la poitrine, ainsi de suite. On les réunit par panier avant de lancer maintenant dans la production. Et là encore, il y a quelqu'un d'autre qui intervient, qui est un responsable, qui coordonne cette activité-là, qui fait l'ordonnancement, le lancement. Lui s'assure que tout est prêt, que ce soit les fils, les boutons, les fermetures, tout ce qu'il faut est prêt. Et fait maintenant la gamme opératoire, c'est-à-dire comment on va coudre ça, par où on va commencer, pour que ça aille plus vite. Donc quand il y a la gamme opératoire, on lance maintenant la production.
quand on lance la production, dans la chaîne de production, il y a un responsable de chaîne qui coordonne l'activité, qui coordonne la production, qui suit ce que chaque opérateur fait. Ceux que nous appelons habituellement tailleurs, couturiers, et ainsi de suite, voilà, sont les opérateurs, parce qu'ils font des opérations précises sur une machine. Donc, ce sont les opérateurs, certains les appellent les machinistes, mais dans le thème technique de la production à la chaîne, on les appelle les opérateurs. Donc, les opérateurs font le travail par opération, par tâche, et quand ils finissent maintenant, ça passe par le contrôle de qualité, ensuite aller au niveau de la finition. Eux, on les appelle les petites mains. Eux, ils font les poses de boutons, boutonnières, le passage, emballage et tout ça. Donc voilà, en gros, ce qu'il y a. Derrière ça, comme je l'ai dit tantôt, le fashion manager est en même temps en contact avec le responsable de production, avec le styliste, en même temps avec l'équipe de marketing, pour coordonner tout ça. Voilà. Et également, il y a le calcul de coût. Parce que chaque produit qui est sorti, il y a un calcul de coût qui est fait derrière. Combien de temps ça a pris dans la production pour qu'on puisse mettre le prix qu'il faut. Ok, merci. Donc, le fashion manager, il doit être forcément du milieu de la mode. Il doit savoir ce que c'est. Voilà, exactement. C'est l'idéal ou... Oui, même si on a... si il y a des gens qui, naturellement, sont dans la mode, qui sont des autodidactes, mais idéalement, c'est qu'ils fassent une formation pour être mieux aguerris, pour faire face à ces réalités-là. Moi, je voudrais te demander, est-ce que déjà un fashion manager, est-ce qu'il est à son propre compte ou qu'il emploie? Est-ce qu'il peut travailler pour quelqu'un qui peut employer ou embaucher, ou est-ce que le fashion manager est quelqu'un qui est strictement dans le privé, à son propre compte? Alors, le fashion manager est généralement à son propre compte. Mais il peut être exploité, il peut être travaillé pour quelqu'un d'autre quand c'est une grosse structure et l'autre est juste l'investisseur, et qui ne connaît pas le métier, qui n'est pas dans le domaine, mais qui a les moyens et qui a investi dans le business. Et le fashion manager coordonne tout le reste en tant que technicien. La marque Lolo Ndoche à quel âge? Lolo Ndoche a 30 ans. Et quand est-ce que tu as su que c'est ce métier que tu voulais faire? Comment tu l'as senti? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, j'avoue qu'au départ, ce n'était pas forcément destiné à ça. Naturellement, je sais faire quelques croquis que j'ai appris comme ça à faire. Parce que quand j'allais chez mon tailleur, je lui indiquais un peu le modèle que je voulais. S'il ne comprend pas, j'essaie de bricoler sur le papier. Mais je me suis rendu compte de jour en jour que le dessin que je lui faisais était quand même raisonnable. Il arrivait à comprendre ce que je dessine. Et il aimait. Donc, à chaque fois, pendant les vacances, les congés, il m'appelle, il dit viens rester chez moi, viens m'aider, je veux de nouveaux modèles et tout. Donc, je lui dessinais des modèles. Moi, je m'amusais à dessiner, donc je ne savais pas ce que je faisais réellement. Mais quand je dessine, du coup, on regarde ensemble, c'est beau et tout. Et j'étais encore en classe de 5e. Et donc, pour les activités culturelles et autres, j'aime bien porter cette tenue que mes amis appréciaient. Et quelques amis me le demandaient, donc je vendais parfois même ce que j'ai porté, je rachète du tissu pour faire un autre, progressivement. Donc il aimait beaucoup ce que je faisais. Et pendant les vacances, je passe beaucoup de temps avec lui. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose que j'ai dans la mode, mais je n'avais pas pour option d'aller vers ce métier. Et après, j'ai continué, et je crois, à la suite, il y a eu les concours de danse, les concours de sap, et ainsi de suite. Et en 89-90, il y a eu l'année blanche. Okay. Et au mois de l'année blanche, je me suis dit, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre les écoles, je vais alors aller dans son atelier, savoir coudre au moins, savoir tourner la machine, pour pouvoir coudre des vêtements moi-même. Et là, j'ai commencé. D'abord, il a refusé. Il disait qu'on était trop amis, donc il ne peut pas m'apprendre. Je ne serais pas apte à apprendre comme les autres apprenants et ça va créer un peu de friction. Voilà. J'ai dit non, il n'y a aucun souci. Je me suis soumis pour apprendre.
Et j'ai pris goût. Donc à l'approche, quand la rentrée est lancée, je n'étais plus prêt à continuer parce que j'avais déjà beaucoup excellé dedans et déjà commencé à gagner de l'argent dedans d'ailleurs. Ah oui, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, j'ai continué la formation. D'accord. Et après 2 ans de formation, parce que c'était 3 ans, après 2 ans de formation, j'avais déjà quelques clients. Parce que mes amis, mes collègues avec qui j'étais à l'école, qui aussi n'ont plus continué, il y en a qui étaient reversés dans le transit, d'autres dans l'animation télé-radio et consorts. Donc on se connaissait, qui devenaient en même temps mes clients. La clientèle, c'est déjà des amis, les collègues et autres. Donc, voilà, donc qui étaient mes clients, donc qui m'achetaient déjà ce que je produisais. Du coup, j'ai dû acheter 1-2 machines à la maison, toujours en étant apprenant, et je coupais, j'ai recruté 2 personnes aussi à la maison qui me produisaient ça en journée quand moi je suis de l'autre côté. Donc le soir, je reviens, c'est pour voir un peu ce qu'ils ont fait, corriger et couper d'autres, et ainsi de suite. Donc ça fait que ça tournait déjà très tôt. Et très tôt, j'ai déjà eu l'idée de faire du prêt-à-porter où je demandais à mon patron, père son âme, je lui rends hommage, Peter Toss, je lui demandais pourquoi les Africains n'ont pas de marque et ne font pas du prêt-à-porter comme les Européens. Il me disait que c'est impossible en Afrique parce que ce n'est pas notre culture. Je lui disais, il y a quelque chose parce que ces personnes ne leur proposent pas. Et il dit, c'est pas évident. Parce que proposer, il faut communiquer, il faut travailler là-dessus, il y a beaucoup de choses derrière. Mais moi, comme je voyais comment les autres m'achetaient les trucs que je proposais, parce que déjà, créer et montrer des dessins sur papier aux clients, ils ne comprennent pas grand-chose. Oui. Donc, ce que je crée, j'aime bien le réaliser pour le montrer aux clients, pour qu'ils voient de quoi il s'agit. Et ça intéressait plus quand le produit est fini. Et donc, j'avais opté beaucoup plus pour le prêt-à-porter au départ. Et tes parents étaient d'accord avec ? Je veux dire, est-ce que ça a été bien pris le moment où tu dis j'ai trouvé ma voie, je n'ai plus vraiment envie de reprendre là où j'en étais par rapport aux études, j'ai trouvé ma voie. Est-ce que ça a été bien pris ? C'est pour en venir au regard que la société a sur... Alors, je dirais totalement d'accord parce que d'accord. Maman était déjà décédée. Et mon papa était là et il a vu ce que ça faisait, ce que ça donnait. D'ailleurs, il m'a laissé sa terrasse pour en faire mon atelier. Et donc, parfois, il vient s'asseoir parce qu'il était à la retraite juste. Il s'assoit là pour regarder un peu ce qu'on faisait. Donc, il était totalement d'accord. Et mon frère aussi m'a accompagné pour m'acheter aussi une machine en plus. Donc, voilà, j'étais très bien accompagné. OK. Aujourd'hui, quel est le regard que la société porte sur ce corps de métier ? En t'écoutant parler, tu as cité tu as cité des métiers liés à l'environnement du fashion manager. Moi, je profite de ta présence pour dire ces métiers-là, comment ces corps de métier sont perçus ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les parents encourageraient ces choix-là ? Alors, je dirais aujourd'hui, c'est assez encouragé. Mais ce que les parents ne savent pas encore, ils ne savent pas qu'il y a assez de métiers dans le métier de la mode. D'accord. Alors, donc, quand les enfants viennent se former dans les centres de formation, ils veulent tout faire. Ils veulent connaître tout de bout en bout, ce qui est bien. Ils sont polyvalents, ils connaissent tout. Mais dedans, la plupart, chacun a une spécialité. Il y a quelque chose qu'il aime le plus, quelque chose qui l'accroche. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de formation spécialisée. Donc, on forme en général. Et après, le penchant que la personne a pour telle chose, il se met là-dessus. Aujourd'hui, moi, je recrute des enfants qui ont fait le lycée d'Akasato et qui ont fait le lycée technique. Et donc, quand ils viennent, ils comprennent facilement de quoi on parle quand on leur dit vous allez faire tel poste de préparateur, poste de coupeur, poste de ceci, poste de cela. Ils comprennent mieux que celui qui a fait directement la couture dans un atelier de couture. Alors, derrière ça, aujourd'hui, nous avons beaucoup de centres qui s'ouvrent à gauche, à droite, mais les centres les mieux structurés, les mieux organisés, forment pour le modélisme et le stylisme. Alors, les deux. Et donc, à chacun son choix. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ceux qui vont vers ce métier aujourd'hui,
c'est des bacs plus. C'est ce que j'ai constaté depuis 2-3 ans. C'est beaucoup plus des bacs plus qui viennent vers nous pour demander à se faire former. Ça tombe bien. Tu as parlé du lycée technique d'Akasato. Il forme au métier de la mode, c'est ça? Oui, le lycée forme au métier de la mode, Oui. à l'industrie de la mode. Et en dehors de ça, il y a les centres de formation comme le centre Lolo Andoche, Ok. et qui forment pour le stylisme et le modélisme. D'accord. Il y a une petite différence. Dans les lycées, comme vous connaissez bien, ça fait un cursus long. Oui, il faut faire le cursus normal, avoir le DT, ainsi de suite, et il y a plusieurs cours Le DT qui est l'équivalent de du bac. Exactement. D'accord. Par contre, dans les centres ou dans les écoles privées, on forme directement sur le métier. D'accord. Sur la coupe, la couture, le montage, la créativité, et tout ça, c'est à fond sur ça qu'on est. Donc, en 2 ans, c'est-à-dire en 24 mois, Oui. au maxi 30 mois, l'étudiant sort ou l'élève sort avec quelque chose déjà de positif. Il sait coudre une tenue de bout en bout, il sait créer, il sait dessiner, il sait créer une collection, il sait monter, il sait faire tout ce qu'il faut derrière. Parce qu'ils font beaucoup plus de théorie et pratique, mais beaucoup plus de pratique que théorie. D'accord. Et pour bien nous ancrer dans la partie formation, ils font combien d'années? Ils font 2 ans ou 3 ans obligatoirement. Et à la fin, ils ont quoi comme diplôme? Alors, ils font 24 mois, comme je dis, D'accord. mais avec des stages Ok. au fur et à mesure. Donc, ça fait 8 mois première année, plus stage, 8 mois deuxième année, plus stage, 8 mois troisième année, plus stage. Ok. Ça, en entreprise. Parce Ok. que c'est vrai qu'ils font des théories pratiques en même temps là, mais le stage en entreprise leur permet de voir d'autres réalités qu'ils n'ont pas vues forcément au centre ou dans les écoles. Alors, et quand ils sortent, ils ont des attestations de fin de formation. Ok. Et entre-temps, dès déjà la deuxième année, on les présente pour le CQM ou le CQP de l'État, pour avoir un diplôme de l'État. Mais sinon, leur niveau est beaucoup plus élevé que le niveau de CQP ou de CQM. D'accord. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas encore des diplômes plus élevés Plus pour élevés. ce métier. Et comment est structuré le monde de la mode au Bénin? Est-ce qu'il y a une instance qui coiffe, qui organise, qui structure comme un peu l'ordre, je ne sais pas, je dirais, pour faire un parallèle avec l'ordre des médecins ou l'ordre des pharmaciens ou l'ordre des architectes. Est-ce que c'est structuré, le monde de la mode au Bénin? Alors, j'irai sur deux points. D'accord. Il y a la chambre des métiers. D'accord. Et, dans la chambre des métiers, il y a le démembrement cuir, peau, textile et autres, donc qui s'occupe de la mode. Et là, ça s'occupe beaucoup plus de façon générale de la mode, y compris les artisans. Alors, en dehors de ça, il y a l'association des créateurs de mode du Bénin, qui regroupe certains standings de créateurs qui ont un niveau donné dans le secteur de la mode, et qui réorganise également pour que n'importe qui ne se lève pas au bon matin pour dire je suis créateur. Okay. Alors, en dehors de ça, il y a le ministère de l'enseignement technique qui accompagne les centres de formation. Ouais, c'est le ministère qui donne l'autorisation aux centres de formation ou aux écoles de formation du secteur. Très bien. Et je voudrais, pour revenir à toi, qu'est-ce qui t'inspire? Combien de temps te prend la création d'une collection? Et où est-ce que tu trouves l'inspiration? Alors, ce que j'ai porté, déjà, on fait une pause. Ce que j'ai porté, comment tu trouves ça? Comment tu trouves ce que j'ai porté? Je crois que je ne suis pas le mieux placé pour apprécier. Est-ce que tu reconnais ça? Bien sûr, c'est un plaisir. C'est d'ailleurs moi qui ai dessiné ça de bout en bout. Le choix du bouton, le choix de la broderie, les motifs et tout ça, ça a été fait par moi-même. Et donc, c'est pour dire, au niveau de la création, tout inspire, tout. Comme on le dit, dans chaque métier,
et particulièrement dans le métier d'art, Oui. on a un sixième sens. Ok. Et c'est ce sixième sens qui te permet de voir les choses autrement. Ce que les autres n'ont pas vu. Ce que les autres ne peuvent pas voir. Un être lambda, un profane ne peut pas voir. Ce sixième sens te parle, t'oriente par rapport à n'importe quoi. Ça peut être, excusez-moi, un four qui a porté un rayon et que ce rayon attire ton attention. De toute façon, ça traîne, de toute façon, quand il marche, ce que ça fait, ça donne de l'inspiration. Également, parfois, on est assis, on s'assoit juste au dehors, parce que je le fais parfois, pour voir quand les gens passent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, comment ils marchent, comment faire pour que quand ils portent telle chose, quand ils marchent, qu'est-ce que ça va donner. Il y a tout ça qui inspire. Et également, après, on fait des recherches sur Internet et autres pour s'inspirer. Des fashion shows, des fashion week, et ainsi de suite. Mais après ça, l'inspiration, parfois, ça vient comme ça. Parfois, on est là et le truc vient. Et quand tu ne le dessines pas tout de suite, ça repart. Okay. Mais quand tu dessines le premier modèle, après, ça suit pour la déclinaison, ça va très vite. Et c'est la déclinaison qui fait la collection. Qui fait la collection. Super. Tu peux me raconter ou nous dire à quoi ressemble une journée type pour Lolo Andoche? Déjà, la première des choses, c'est la petite réunion avec les responsables. Tous les jours? Tous les jours. Ils sont à un niveau donné. Surtout les responsables de la production. Pour voir si tout est prêt, si tout est organisé, si les coupeurs ont du travail, si les tailleurs ont tout ce qu'il faut. Est-ce que pour être très sûr. Parce que, comme j'ai dit, c'est un problème de temps. Le temps chez le couturier, c'est vraiment, comme on dit, le temps c'est de l'argent, c'est vraiment de l'argent. C'est des coûts minutes, parce qu'il y a un objectif forcément à atteindre dans la journée de production pour être rentable pour une journée. Alors, et il faut déjà lever les goulots d'étranglement qu'il peut y avoir. Peut-être le service d'approvisionnement n'a pas acheté le bon fil, ou bien acheté un fil que l'autre a validé, que ce n'est pas forcément le bon. Il faut essayer de regarder, jeter un coup d'œil là-dessus pour voir si c'est le bon fil, si ce n'est pas ça, et ainsi de suite. Ou il a une question à poser parce que il n'a pas trouvé telle chose, il a proposé telle chose à sa place. Okay. Il faut réessayer de voir tout ça avec eux. Et également, quelles sont les commandes des clients qui sont en instance pour la journée, c'est quoi la livraison du jour, c'est quoi la production du jour. Et les gens qui sont à livrer dans une semaine, est-ce qu'on a déjà lancé leur coupe? Est-ce que c'est planifié, le planning du jour pour... Parce qu'on a on a 3 ateliers. Il y a l'atelier du sur-mesure. D'accord. Il y a l'atelier du prêt-à-porter. Et il y a les brodeurs qui font de la valeur ajoutée. Ok. Donc ça fait 3 ateliers différents qui sont réunis. Et le sur-mesure est totalement différent. Du prêt-à-porter, ce n'est pas le même process. Et du coup, il faut être sûr que... Quelle est la différence? Moi, pour ne pas trop entrer dans les... Mais c'est quand même important... prêt-à-porter, sur-mesure, quelle est la différence? Le sur-mesure, c'est quand le client vient et qu'on lui prend les mesures et qu'on confectionne cette tenue selon ses mesures et selon ses goûts et tout ce qu'il a apporté comme touche lui-même. Okay. Par contre, le prêt-à-porter, c'est la création, c'est déjà ce qui est préparé, la collection qui est préparée et coupé, produit à la chaîne. D'accord. Par contre, le sur-mesure ne se produit pas à la chaîne. Okay. Le sur-mesure se produit par un opérateur ou un couturier qui fait de bout en bout sa confection. Et après la coupe, c'est lui qui fait toute la tenue. Par contre, dans le prêt-à-porter, il ne fait pas toute la tenue. Il fait la manche, l'autre fait le poignet, l'autre fait ainsi de suite. Donc, par contre, l'autre, c'est entier. Et ça va plus lentement que le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, la production va plus vite parce que c'est des opérations qu'il faut aller très vite. Par contre, l'autre, il va aussi lentement possible et fait au niveau essayage, le client vient essayer, on fait la retouche et ainsi de suite. C'est beaucoup plus cher en réalité que le prêt-à-porter. Mais en Afrique, on n'a pas encore, le système n'est pas totalement fluide. Et on pense un instant que quand on va chez le tailleur, qu'on donne son tissu et qu'on paye la main-d'œuvre, on cherche à payer moins cher que d'aller en boutique. Parce qu'on n'est pas apte pour aller en prêt-à-porter. On pense que le prêt-à-porter, c'est pour les riches. Et quand on va dans les prêt-à-porter, on ne fait plus le calcul c'est le tissu, plus la main-d'œuvre, plus les charges. C'est ça. Et comme nous avons sorti de l'argent un peu, et quand on a acheté déjà le tissu à 10 000, on a mis là, ça fait un mois après,
on a amené chez le couturier, on a payé 30 000, 40 000, ça fait 50 000, on ne le sent pas. 10 000 après on a donné l'avance 20 000, après on a donné 20 000 pour retirer la tenue. Et par contre, quand on voit cette même tenue finie à 40 000 en prêt-à-porter, on se dit que c'est cher. En oubliant que l'autre, non seulement on a fait des allers-retours pour aller donner, revenir, aller au marché chercher le tissu, on a fait tout ça, le prêt-à-porter t'épargne de tout ça. Et la tenue est déjà prête. Et tu l'essayes, si ça ne te va pas, tu laisses, ça te va, tu prends. Mais par contre, dans le sur-mesure, quand la tenue ne te plaît plus, tu n'as plus de choix parce que c'est le modèle que tu as choisi. C'est ça. À moins qu'on apporte des touches, le sur-mesure a sa valeur, il y aura toujours sa valeur en Afrique et partout dans le monde. Mais le prêt-à-porter rend la vie plus facile et la vie plus speed parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde très speed. Oui. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore le temps d'aller au marché, choisir un tissu, revenir chez le tailleur, déposer, aller faire essayage, repartir. Je me pose 10 000 questions moi-même. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune fille ou à un jeune homme qui a envie de faire le même métier que toi? Numéro 1, oui. c'est ne pas mettre de l'argent devant. Parce qu'il y en a qui pensent plus à l'argent qu'au métier. Ok. Quand on vouloir devenir riche tout de suite. Tout de suite. Et quand on pense à l'argent, la créativité meurt. Ok. Et ensuite, c'est vrai, on va gagner de l'argent. Oui. On va vendre son produit à des millions quand on veut. Mais il faut d'abord travailler. On ne se lève pas un bon matin pour vendre une robe à 1 million. C'est clair. D'accord? Oui. La robe que je peux vendre à 1 million aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un qui a commencé la mode il y a 1 an peut le vendre, cette même robe à 1 million. Je ne suis pas sûr. D'accord? Parce que moi, il y a une histoire derrière, il y a plein de choses derrière. Par contre, l'autre qui s'est levé tout de suite, même si la robe est belle, comment là, il y a toujours quelque chose à dire. On va regarder, réfléchir, chercher à savoir où sont les défauts, tout. Oui. Alors, donc, et ensuite, il y a l'endurance. L'endurance. Il faut être très endurant, il faut être très patient et il faut être très rigoureux. D'accord. Parce que parfois, on a bien le plaisir de couper certaines choses, de travailler soi-même, de prendre des paires de ciseaux. Ça fait plaisir, ça fait créer davantage, ça fait réfléchir. Et en coupant, on a d'autres idées qu'on n'avait pas au départ. Or, tu as déjà eu le travail intellectuel de la création, de dessiner, de calculer les coûts et tout ça. Et de gérer les autres toute la journée, de coordonner, de régler les urgences. En tant que manager, il y a telle chose qui a bloqué, vous faites comme si, vous tournez à tel endroit, j'ai senti qu'on n'a pas fait telle chose, rattrapons de telle manière, ainsi de suite. Donc il y a tout ça qu'il faut faire dans la journée. Et ensuite, maintenant, ajouter le travail physique, c'est pas facile. Mais ça fait plaisir. C'est comme si ce travail physique qu'on fait le soir et tout, ou dans la journée parfois, c'est comme si c'est une récompense. C'est comme si c'est ça qui donne encore du punch, de l'énergie. Mais il faut s'habituer, il ne faut pas être un paresseux, il ne faut pas croire que quand on est assis, on va croire dans son fauteuil et regarder sur Internet, choisir un modèle pour dire faites-moi ci, faites-moi ça. Ce n'est pas la même chose. C'est comme je dis toujours, la pâte préparée avec le bois et le charbon n'est pas pareil que la pâte préparée avec le gaz. Merci beaucoup Lolo Andoche, merci d'être venu sur ce podcast, partager avec nous ton expérience, ton parcours et j'espère que vous avez bien suivi et je vous remercie d'être avec nous, de découvrir avec nous les métiers de la mode parce qu'on est parti du fashion manager, on a vu rapidement les métiers qui tournent autour du fashion manager et merci à toi d'avoir accepté de venir. Je voudrais vous rappeler que le Café des métiers est réalisé par l'agence Domaru en collaboration avec le Centre d'employabilité francophone de l'AUF Bénin et je vous donne un prochain rendez-vous sur un autre podcast, sur un autre focus métier. Merci.